Bonsoir, bienvenue à cette troisième leçon en fait, de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses du Collège de France. On va continuer dans les fables de symbiose. Aujourd'hui, c'est l'abeille et le moustique, après le calamar et la fourmi qui étaient alors là vraiment une rencontre improbable. Là, bon, l'abeille et le moustique, on est un petit peu plus proche du même espace d'évolution. Donc le menu de la journée, ou en tout cas de la soirée, je vais vous faire ce cours donc, sur le microbiome et la symbiose avec l'abeille et le moustique et disons les conséquences sur la physiologie et la physiopathologie de ces animaux. Et puis on aura un séminaire, je le présenterai tout à l'heure, par François Lelier, qui est directeur de recherche au CNRS à Lyon, qui est un des grands spécialistes de la génétique de la mouche dans le contexte justement du rôle du microbiome, non pas cette fois-ci tant dans les aspects immunologiques qui sont au fond assez bien connus, mais plus dans les aspects qui vont être d'ailleurs évoqués avec les systèmes dont je vais vous parler là à l'instant, de ce qui concerne en particulier le développement de l'animal, au fond amenant le microbiote a un rôle peut-être presque encore plus noble, si je puis dire, puisqu'il est important dans des passages essentiels d'étapes de développement de l'animal. Donc vous aurez ce séminaire qui viendra avec plus de détails probablement, y compris moléculaires, je dirais enrichir la présentation peut-être un petit peu générale que je vais vous faire concernant ces deux animaux tout à fait passionnants. Alors juste pour commencer et reprendre un peu les termes qu'on avait déjà utilisés la semaine dernière, antérieurement en fait, il y a cette notion de l'holobiote, à l'hologénome en fait, à savoir que encore une fois, nous ne sommes pas simplement un métazoaire complexe sans microbes, nous sommes un assemblage d'un métazoaire, donc d'un organisme multicellulaire eucaryote et d'un assemblage de microbes qui habitent notre tube digestif ou éventuellement d'autres endroits. Et ça, c'est valable pour nous, mammifères, comme pour les insectes qu'on va encore envisager cette fois-ci. Et il y a cette notion, au fond, qu'en termes d'évolution, la pression sélective s'est faite et continue à se faire, bien entendu, pas tant sur l'individu eucaryote, mais sur l'ensemble des deux, c'est-à-dire la communauté symbiotique entre l'individu eucaryote et ce monde prokaryote qui l'habite. Et un de ceux qui a vraiment poussé cette notion il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est Eugene Rosenberg en Israël, qui était vraiment dans les meetings, en tout cas un promoteur de ce concept. Alors vous avez vu la semaine dernière, dans la discussion qu'on a eue avec Marc-André Sellos, que cette notion d'holobiote et éventuellement d'hologénome, on va revenir tout de suite sur la définition, elle peut être un petit peu discutée dans la mesure où la rhizosphère des plantes est une zone où, au fond, les racines de plantes différentes partagent éventuellement les mêmes microbes. Donc, où se fait la pression sélective dans ces conditions-là, ça nécessite peut-être de réfléchir un petit peu plus, mais je ne pense pas que ça remette véritablement en cause le concept, en tout cas pas dans ces systèmes, je dirais presque à la limite relativement simplifiés que vont être l'insecte et ses microbes. Alors pourquoi de l'holobiote à l'hologénome? Au fond, un holobiote, c'est un assemblage de microbes associés à nous, métazoaires complexes, et l'hologénome, c'est l'ensemble des gènes en interaction entre cette hôte eucaryote et ces micro-organismes. Et ça va bien dans le sens de ce qui se fait et qu'on a déjà discuté sur tout ce qui concerne la métagénomique, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'identification pure et simple de ces micro-organismes et d'aller plus dans leur capacité métabolique, donc dans leur capacité d'interaction véritablement avec l'hôte dans le contexte de cette symbiose. Donc ça, c'était juste pour réintroduire un petit peu des choses de base, mais surtout, comme d'habitude, essayer de remettre tout ça dans une perspective d'évolution, parce que c'est essentiellement comme ça, encore une fois, que les choses doivent être regardées. Alors, donc, dans cette notion de microbiote et de ce qu'on appelle le phénotype élargi, c'est-à-dire le phénotype d'eucaryote élargi au phénotype prokaryote, il y a de nombreux microbes qui ont été montrés ou qui sont en train d'être montrés, influencés
les phénotypes dans divers taxa. Je vous avais montré une diapositive la semaine dernière qui montre qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de phyla identifiés, en tout cas, qui échappent à ces symbioses microbiennes. Il n'y en a même probablement pas du tout, même si certaines sont plus intenses que d'autres. Et ça, c'est vrai en particulier dans le monde des insectes. Et cette symbiose chez les insectes, elle peut aller, comme on l'avait dit, du commensalisme au mutualisme, c'est-à-dire un intérêt réciproque pour l'hôte et pour les microbes qui l'hébergent. Alors, il y a au fond, on l'avait dit aussi, deux types de symbioses. Il y a des symbioses qui sont probablement très anciennes, qu'on appelle des symbioses primaires et qui sont souvent représentées, en tout cas dans des travaux qui sont publiés, par ce qu'on appelle l'endosymbiose, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont transmis verticalement en association ou à l'intérieur de l'œuf de la mère au petit et qui vont en fait s'installer comme partie intégrante de cet organisme et vivent dans des zones de l'organisme, le plus souvent en position intracellulaire, qui peuvent varier, souvent d'ailleurs au niveau des organes génitaux, et on va voir très rapidement que ça a un rôle important dans l'évolution, en particulier du sexe de ces insectes. Alors on avait vu un exemple déjà, qui était celui de Buchnera aphidicola. Je l'avais utilisé pour introduire cette notion à la fois d'endosymbiose, de symbiose primaire, de vie à l'intérieur d'un organisme, mais aussi introduire cette notion, au fond, de construction d'un véritable mutualisme qui va amener de manière neutre, mais tout ça va être progressivement sélectionné à cette dégénérescence du génome du micro-organisme symbiotique qui va être de plus en plus en addiction, si l'on peut dire, par rapport aux voies métaboliques et aux métabolismes que va lui procurer son hôte. Donc tous ces microbes, en fait, ont leurs racines phylogénétiques souvent chez des protéobactéries. Buchnera, on l'avait vu, est issu en fait des entérobactéries, mais leur génome, dans ce cas-là, est passé de l'ordre de 4 mégabases ou 4 mégabases et demi en dessous d'une mégabase, d'un million de paires de bases, ce qui en dit long sur ce qui a été laissé en route, si je puis dire, en termes de capacité métabolique. Et pourtant, ces micro-organismes sont vivants de par cette symbiose. Il y a cette Wingless-Worthia glossinidae qui est pas facile à prononcer, mais qui a une réalité pour dire que ces symbioses vont ou ces endosymbioses vont jusqu'au niveau d'animaux, si je puis dire, comme des nématodes par exemple, ou comme dans ce cas-là précis, une mouche qui est la glossine, qui est la mouche tsetse, qui, au fond, est fortifiée de par cette symbiose dans sa capacité de transmettre le parasite, le trypanosome, aux hôtes, animaux essentiellement et éventuellement humains. Donc, des exemples d'endosymbiose, il y en a beaucoup. Des endosymbiontes, il y en a beaucoup, mais qui restent tous à peu près dans cette même sphère d'origine de protéobactéries et de logique de dégradation génomique probablement progressive. Alors ça, c'est la symbiose au fond primaire, l'endosymbiose. Et puis il y a un autre modèle de symbiose dont on va beaucoup parler, dont on a déjà parlé pas mal la dernière fois, en particulier au sujet des fourmis, qui sont ce qu'on appelle les symbioses secondaires, qui sont en fait des symbioses qui sont probablement dans l'évolution arrivées un petit peu plus tard, qui concernent largement le tube digestif de l'animal et qui, en termes de microbes, ne sont plus transmis verticalement, comme on l'a dit pour les endosymbiontes, mais qui sont transmis horizontalement, c'est-à-dire qui sont essentiellement acquis de l'environnement aux étapes successives de développement de ces organismes dans la niche écologique où ces insectes vont se développer. Et donc, on a, au fond, comme je vous l'ai écrit ici, ces insectes présentent une gamme étendue de situations en regard de leur dépendance par rapport à ce microbiote intestinal. Et ce qui caractérise ces microbiotes intestinaux de façon très générale, si on compare à ce qu'on a pu discuter les années précédentes sur le microbiote humain, par exemple, ou les microbiotes des mammifères en général, c'est leur réduction, leur restriction en nombre. Il y a malgré tout une grande diversité, mais il y a un cœur relativement serré qui repose plus souvent sur au maximum une dizaine de micro-organismes.
dont on n'est pas d'ailleurs toujours certain que tous soient véritablement en situation symbiotique, et ça, c'est des domaines qui sont en train d'être développés à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas toujours facile non plus parce que certains insectes vont se développer dans des environnements, dans des niches écologiques qui sont extrêmement riches en micro-organismes. Donc à un instant T donné, leur microbiote intestinal va pouvoir sembler très riche et très divers, alors qu'ils reflètent essentiellement des bactéries, des microbes touristes, qui sont là de passage, mais qui ne sont pas à aucun moment impliqués véritablement dans la symbiose, qui, encore une fois, revient à un cœur relativement limité de micro-organismes. Et ça, pour ceux qui s'intéressent, je dirais, à la vraie vie, c'est-à-dire à la vie de ces insectes dans l'environnement, c'est vraiment un sujet difficile, car c'est extrêmement difficile de pouvoir juger au fond de ce qui est véritablement symbiotique et de ce qui ne l'est pas. Vous imaginez quand même la complexité. Alors il y a un cas particulier qui est passionnant et sur lequel on va revenir rapidement, qui est celui des insectes sociaux, les termites, les abeilles et éventuellement les fourmis dont on a parlé la dernière fois, qui au fond sont dans un contexte relativement contraint, vivant dans une niche écologique qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs façonnée, dans au fond une étroite interaction. Et donc on va avoir peu à peu dans ces animaux-là une réduction de cette diversité tout naturellement sur les micro-organismes qui sont essentiels à la symbiose. Et au fond, cette réduction va être facilitée par la capacité, la facilité à ce que ces micro-organismes soient transmis de par la proximité, je dirais l'intimité de ces animaux entre eux au sein de ces niches où ils ont organisé leur vie sociale. Donc il y a, au fond, comme on le disait la dernière fois, toute une gamme de situations particulières qui doivent être, au fond, évaluées, analysées, expliquées largement à l'aune de leur comportement et de leur, au fond, niche écologique, et ce n'est pas nécessairement une surprise. Alors, les abeilles, quelques généralités. Plus c'est un animal sympathique, alors on va en parler quand même. L'apparition d'abeilles sociales, il y a des centaines d'espèces d'abeilles, mais au sein de ces centaines d'espèces d'abeilles, il y en a au fond relativement peu qui ont acquis ce comportement social, c'est-à-dire cette vie en colonie, cette vie en ruche, pour simplifier. Et ça, c'est probablement apparu il y a environ 80 millions d'années, avec des marqueurs de ce comportement social, c'est-à-dire l'élevage collectif des jeunes, la nourriture apportée à la reine, le partage des ressources alimentaires, la défense de la colonie en cas d'agression par des prédateurs. Tout ça, ce sont des comportements sociaux qui expliquent au fond, dans une certaine mesure, que la symbiose se soit probablement développée sur des bases un petit peu différentes d'organismes, d'insectes qui vivent à l'air libre, je dirais, et dans un contexte d'environnement beaucoup plus diversifié en termes de micro-organismes. Alors, il y a trois groupes d'abeilles, de ce qu'on appelle les abeilles domestiques. On va surtout parler de l'abeille à miel, la plus connue, qui est Apis mellifera, mais il y a aussi les abeilles sans aiguillon, qu'on retrouve pas mal plutôt dans les Amériques et en Asie, et puis le bourdon, celui que vous connaissez, qui empoisonne vos soirées dans le sud du pays, ou ailleurs même, qui font partie de ce groupe d'abeilles domestiques et qui ont les trois une véritable vie sociale. Alors la photo du haut, bien entendu, souligne un des aspects importants de l'abeille, c'est son rôle dans la pollinisation et donc son rôle, au fond, dans le cycle de la vie au niveau agricole. Alors, donc, il y a des espèces solitaires, celles qui sont restées sur le bord de la route, si je puis dire, et puis il y a les espèces sociales qui sont véritablement développées, telles qu'on vient de le dire. Donc, ce sont des pollinisatrices. Elles sont essentielles à l'équilibre de l'écosystème ou de certains écosystèmes terrestres, et donc c'est une composante clé dans l'agriculture. Elles hébergent des microbes, en particulier au niveau intestinal. Je dois avouer que je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature sur les endosymbiontes de l'abeille. C'est un domaine qui, curieusement, émerge au fond. Récemment, on s'est beaucoup intéressé aux maladies infectieuses à proprement de l'abeille,
mais relativement peu jusqu'à présent à son microbiote. Donc elles émergent des microbes, en particulier au niveau de leur intestin, et on imagine, compte tenu de ce qu'on sait dans d'autres modèles, que ces micro-organismes, ce microbiote, jouent un rôle important dans la santé des abeilles sous une forme à définir, et on essaiera d'y revenir à la fin avec un certain nombre de modèles solides qui commencent à être développés. Il y a des pathogènes connus, les abeilles sont fragiles, et au fond, le rôle des commensaux, de cette flore intestinale en particulier, dans la résistance éventuelle à ces pathogènes classiques est quelque chose qui est en train de se développer, car ça pourrait être d'ailleurs un angle d'attaque pour améliorer la santé des abeilles, puisque vous savez que malheureusement les abeilles à l'heure actuelle sont dans beaucoup de régions en pas très bonne santé. Donc si on comprenait mieux les fonctions de ce microbiote, on pourrait peut-être s'ouvrir des possibilités de prise en charge de cette mauvaise santé des abeilles et retourner possiblement, on l'espère, à la case départ. Donc cette mauvaise santé, elle est notée depuis les années 80 environ, et ça à l'échelle de la planète, et en France, l'ANSES en particulier, qui est l'agence de sécurité pour le monde animal, a fait plusieurs rapports, en particulier en 2008-2009, sur la mortalité, l'effondrement ou l'affaiblissement des colonies d'abeilles en France. Donc il y a une réalité que personne ne peut nier. Et il y a, comme d'habitude, bien entendu, beaucoup d'étiologies, de causes à cette mauvaise santé des abeilles qui sont avancées, pas toujours prouvées. Il y a, bien entendu, l'utilisation large des pesticides. Il y a des infections qui sont connues, en termes, je dirais, vétérinaires, mais entomologiques, mais qui peuvent être éventuellement discutées, bien entendu, à ce stade. Mais pourquoi plutôt maintenant que jadis? C'est difficile. Il y a des déficits nutritionnels. Il semble que dans les régions en particulier de monoculture, les grandes terres à blé par exemple, la réduction de la diversité fait que ces animaux se trouvent en stress nutritionnel parce qu'ils n'ont pas éventuellement les éléments de pollen avec lesquels ils étaient en équilibre pour assurer leur nutrition. Il y a une dégradation globale de leur habitat. Et puis il y a donc possiblement une diminution de la diversité génétique ou certains variants d'espèces qui ont pris le dessus sur d'autres. Il y a beaucoup de causes et au fond, l'idée actuelle, même si c'est peut-être une façon pas très élégante de se sortir de cette discussion, c'est que cette mauvaise santé des abeilles est probablement due à une conjonction de facteurs plus ou moins liés les uns aux autres, qui sont des facteurs environnementaux, des facteurs classiques, infectieux, type parasites et microbes, bactéries, virus, champignons pathogènes, et puis un problème dans la diversité génétique et la vitalité globale de ces espèces. Alors dans cette idée globale, est-ce que le microbiote joue un rôle négatif, c'est-à-dire est-ce que sa dégradation éventuelle par des éléments qui restent à définir diminue, entraîne finalement un étiolement de ces espèces, et est-ce que, dans l'autre sens, l'identification de ce phénomène pourrait permettre d'essayer de restaurer à la fois qualitativement et quantitativement le microbiote de ces animaux pour les remettre, si je puis dire, dans le circuit, et on redira quelques points intéressants à ce sujet-là. Il y a des infections caractérisées chez les abeilles. On ne parle pas de microbiote, là, ou en tout cas, on parle de la composante pathogène de ce microbiote éventuellement. Donc, il est important de définir le rôle que pourrait avoir le microbiote dans la facilitation de ces infections. On a parlé plusieurs fois de ces colites à Clostridium difficile, ces pathobiontes qui ne se développent que quand le microbiote s'appauvrit et perd sa capacité d'effet de barrière à la colonisation. On peut imaginer qu'il y ait chez les insectes le même genre de phénomène où l'appauvrissement d'un microbiote puisse faciliter la pathogénicité ou l'engagement de l'hôte par un microbe qui en temps normal est plutôt un commensal, un pathobionte comme on dit, quelque chose qui est dans la zone grise, mais qui à l'occasion d'un collapsus de ce microbiote va pouvoir se développer. Donc c'est peut-être pour ça, dans une certaine mesure, que ce paramètre microbiote n'ayant pas été pris en compte jusqu'à présent, on a parfois des incertitudes sur la pathogénicité réelle de ces micro-organismes qui sont a priori identifiés comme causant des maladies à l'abeille.
Il y a en particulier la loque de l'abeille qui est due à deux pathogènes dépendant des formes américaines ou européennes, qui s'appellent Penibacillus larvae et Melissococcus plutonium, c'est un joli nom, mais qui causent cette maladie au fond de la ruche, où les larves vont en fait, par cette infection, par cet agent infectieux, avorter et ne pas donner lieu à la nymphe et à la naissance de l'abeille en question. Donc ça, ce sont des catastrophes, je dirais, écologiques au niveau des ruches. Lorsque ces micro-organismes ont pénétré dans le système, il n'y a pas véritablement de traitement, il n'y a pas véritablement de prévention à ce stade. Il faut détruire la colonie et repartir à zéro. Donc ça fait partie de ces situations de pathologies relativement caractérisées où l'étiologie infectieuse ne fait relativement pas de doute, mais où manifestement il pourrait y avoir tout de même un phénomène important d'interaction avec le microbiote. Il y a ce qu'on appelle les nocémoses des abeilles. Là aussi, peut-être encore plus, la réalité physiopathologique est parfois relativement discutée. Ces micro-organismes, manifestement, sont parfois pathogènes, parfois moins, parfois retrouvés à l'état de portage. En fait, ce sont des parasites intracellulaires qui envahissent l'épithélium intestinal. On les connaît dans des tas d'espèces, y compris chez l'homme. Ça s'appelle des microsporidies, ce sont des petits champignons microscopiques unicellulaires. Et Nosema apis et Nosema serranae, en fait, viennent ici, ça c'est l'aspect typique des microsporidies, viennent infecter, on voit la même maladie chez l'homme avec la cryptosporidiose par exemple, viennent infecter la cellule épithéliale et donnent lieu au fond à une altération de la physiologie de l'épithélium intestinal de l'animal, donc bien entendu, une interaction possible avec la digestion, avec le métabolisme de l'animal, mais aussi le risque de mort par les complications de cette situation. Il semble que ce micro-organisme ne soit pas extrêmement pathogène et qu'au fond puisse s'établir une espèce d'équilibre avec, on le voit, les coccidies par exemple chez le lapin. Les lapins sont toujours porteurs de coccidies, ils ne vont pas si mal que ça la plupart du temps. C'est généralement une situation de stress exogène qui va faire que la coccidie va commencer à se développer très très rapidement et que l'animal va véritablement devenir malade. Donc il y a au fond une conjonction d'éléments là qui sont importants à prendre en considération et bien entendu pour ce qui concerne les abeilles, un des premiers paramètres qui pourrait agir en synergie avec ces pathogènes de façon à faciliter l'altération de ces colonies sont les pesticides et en particulier le fipronil dont on a parlé pas mal ces derniers temps, qui est un agent dérivé des phénols qui stérilise les mâles, semble, en tout cas il y a quelques papiers dont je vous ai mis là une référence très très récente, montrer une activité synergique et donc possible explication encore une fois du fait que ces micro-organismes pathogènes le soient plus ou moins en fonction d'éléments circonstanciels qui peuvent être là l'utilisation de pesticides, qui peuvent être dans d'autres circonstances peut-être la dégradation du microbiote, peut-être les deux en même temps dans la mesure où il peut y avoir des interactions entre tous ces systèmes. Puis il y a des virus qui ont été retrouvés au fil des années chez les abeilles et qui sont là aussi probablement dans certains cas possiblement pathogènes et puis parfois plutôt peu pathogènes, voire portés à l'état sain, et qui là aussi peuvent voir leur virulence au fond exacerbée par la fragilisation de l'hôte abeille, et en particulier, encore une fois, par des facteurs environnementaux et en particulier par les pesticides. On retrouve cette notion de pesticide qui n'est pas uniquement, je dirais, un mythe et un objet actuel d'inquiétude. Il y a véritablement quelque chose là qui est important. Et j'étais il y a 15 jours à Strasbourg avec Dominique Ferrandon, qui est un spécialiste de la génétique de la mouche que François connaît très très bien et qui commence à travailler justement vraiment de la science de la biologie cellulaire et moléculaire derrière cette toxicité possible de certains pesticides pour les insectes. Et c'est par ce genre d'approche-là, je veux dire incontournable, parce que c'est de la bonne science académique, qu'on pourra commencer véritablement à se faire des idées au-delà de, je dirais, parfois
des coups comme ça d'inquiétude et pas toujours motivés, mais quand même, et de certaines idéologies. Donc je pense que là, la science a un rôle important à jouer et ces espèces comme les abeilles qui souffrent justifient certainement beaucoup plus d'investissement. Les modèles, les organismes modèles sont très utiles, mais je pense qu'il faut aller se mettre aussi là où sont les événements et c'est ce type de recherche qui doit être véritablement financé. Alors, microbiotes intestinaux des abeilles, on a dit que c'était dans le groupe de ces insectes sociaux, donc comme les termites et les fourmis. Et donc cette cohabitation en fait très étroite a facilité l'engagement dans ces interactions symbiotiques, avec au fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nombre relativement limité d'espèces. Cette capacité d'activité sociale, donc, elle a été apparemment apparue il y a à peu près 80 millions d'années. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, au fond, dans ces 80 millions d'années, il semble, quand on regarde la phylogénie microbienne, de ces 5 espèces principales qu'on retrouve quasiment partout sur la Terre dans cette espèce donnée, au fond que cette coévolution se soit relativement stabilisée. Et on voit qu'à chaque fois, il y a eu des travaux récents qui l'ont montré, en faisant une analyse mixte finalement de la phylogénèse de l'animal, de l'insecte et de la phylogénèse des microbes présents dans son tube digestif. À chaque fois qu'une nouvelle sous-espèce apparaît, on voit au fond s'y associer des micro-organismes dérivés de cette cœur de 5 micro-organismes principaux, mais néanmoins avec des modifications identifiables qui prouvent véritablement cette notion de coévolution. Alors, quel est l'œuf, quelle est la poule? On ne sait pas. J'étais à une école d'été il y a 2 ans au Portugal avec des étudiants un peu tous les pays sur le microbiote et on leur avait demandé de nous proposer des sujets et de recherche et comment ils les traiteraient. Et certains nous avaient proposé en particulier la notion que la spéciation chez certains animaux puisse être éventuellement induite par le microbe, que ce soit vraiment le microbe, le primum movens. C'est l'approche expérimentale qu'ils nous avaient donnée. Ils avaient utilisé l'hydre comme modèle, nous avait paru assez séduisant. On n'en est pas là, mais néanmoins, il y a clairement une coévolution extrêmement étroite entre ces hôtes et ces micro-organismes. Donc la question, c'est au fond ce cœur d'espèces qui est manifestement robuste de par cette vie sociale en particulier, à quoi il sert? Quel est véritablement le degré de symbiose par rapport à cet animal? Donc, ils ont été caractérisés, ces 5 espèces, à la fois au feu par des méthodes de culture habituelles et par, bien entendu, la métataxonomique. On a parlé la semaine dernière, encore une fois, avec des portions variables des gènes codants pour les ARN 16S du ribosome. Et on trouve effectivement, à part 5, d'autres 18 ou 10 espèces, en réalité, il y en a qui sont très présentes, il y en a 5, et puis il y en a qui sont un petit peu moins fréquemment retrouvées. Alors, quand elles sont là, quand même, c'est impressionnant. C'est plus de 97% de similitude au niveau de ces séquences variables entre différents individus de l'espèce donnée, quelle que soit la localisation géographique. Il y a des grandes études qui ont été faites, donc manifestement, c'est difficile d'imaginer. Certes, ça reste souvent du domaine corrélatif, mais c'est difficile d'imaginer qu'on maintienne une telle population microbienne aussi homogène s'il n'y a pas véritablement une fonction. Et encore une fois, cette notion d'hologénome est importante à prendre en considération. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a comme microbes? Il y a des protéobactéries, en particulier Gilia malana apicola, Snodgrassella alvi, tout ça c'est des noms qu'il n'est pas nécessaire de retenir, mais que je mets là parce que je les trouve généralement très, très jolis. Et puis il y en a d'un peu moins fréquentes, Frichenella perana, Bartonella apis, et Bartonellose, il y en a partout dans toutes les espèces animales, y compris chez l'abeille, Gluconobactères et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt des grammes négatifs, énormément de familles.
Il y a des firmicutes, hein, vous savez, c'est gram-positifs, en particulier des lactobacilles. Et puis il y a des actinobactéries, en particulier des bifidobactéries, astéroïdes, mais éventuellement d'autres. Mais ça, c'est un peu ce cœur microbien qui est important à prendre en considération chez les abeilles. Donc l'idée, au fond, c'est quelles sont les fonctions, quelle est la nature de la symbiose avec l'hôte. Et pour l'instant, chez l'abeille, elles ne sont pas encore très bien définies. Si on fait une analyse métagénomique, ça a été fait très récemment par certains auteurs, à l'échelle des gènes, donc des opérons, on peut commencer à identifier des fonctions biologiques qui pourraient être importantes pour la physiologie de l'abeille. Il y a des fonctions digestives, pas nouveau, des grandes macromolécules, en particulier des sucres complexes qui peuvent éventuellement faire partie du nectar et des pollens en particulier que véhicule et dont se nourrit l'abeille. Il y a un certain nombre de gènes produisant des nutriments, des vitamines, la possibilité de neutraliser un certain nombre de toxines alimentaires qui pourraient être en particulier des toxines de champignons qui pourraient être mauvaises pour la santé de l'abeille, des défenses anti-infectieuses, antiparasitaires. Enfin, on trouve éventuellement ce qu'on veut quand on regarde ces métagénomes. La question est de savoir s'il y a vraiment un lien réel au sein de cette symbiose. Donc il semble qu'il y ait des éléments assez solides pour penser que ces micro-organismes contrôlent la charge en pathogène, on en parlait tout à l'heure, d'où l'importance d'avoir une microbiote en bonne santé pour que l'abeille se porte bien quand elle est soumise à ce type de pathogène. Certains firmicutes peuvent inhiber la croissance, en particulier de ce Melissococcus dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a des choses qui sortent de cette analyse métagénomique qui tendent à offrir des options pour mieux cerner cette notion de symbiose. Il y a même un commensal vu paraître rapidement un peu moins fréquent qui je trouve moi extrêmement intéressant, qui s'appelle Frischella perana, qui entraîne, et c'était présenté comme une chose plutôt négative, une mélanisation d'une portion de l'intestin. Vous savez que dans les défenses des insectes, François connaît ça bien mieux que moi, il y a les peptides antimicrobiens, il y a éventuellement des cellules qu'on appelle des hémocytes, et puis il y a aussi ce processus de mélanisation qui est une accumulation de mélanine qui va au fond circonscrire le foyer infectieux et essayer de contraindre de manière à permettre éventuellement aux autres systèmes d'éliminer l'infection. Et c'est assez intéressant de voir qu'un micro-organisme a l'air d'entraîner un certain degré de mélanisation au niveau de l'épithélium intestinal. Et moi, ça me rappelle un petit peu ces micro-organismes comme, j'en ai déjà parlé dans les années précédentes, Segmented Filamentous Bacterium, qui à un moment donné de la vie d'un mammifère, voire d'un vertébré, puisqu'il y en a aussi chez les poissons, vont stimuler les défenses innées au niveau de la muqueuse intestinale et au fond programmer chez l'individu très jeune, chez les mammifères au sevrage, la mise en place de la réponse immunitaire. Donc je pense qu'on est là dans des modèles qui sont tout à fait passionnants et où une biologie comparative nécessite d'être mise en place. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce microbiote, il est relativement pas cloisonné, mais il est compartimentalisé. Je vais y arriver, excusez-moi. Et ça, c'est une jolie revue de Kwong et Nancy Moran, qui sont Texas, un des grands spécialistes, ou une des grandes spécialistes en tout cas de la biologie de l'abeille, en tout cas dans l'angle microbiote et physiologie de l'animal. Et on voit au fond ces micro-organismes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais occuper des niches différentes, et en particulier certains d'entre eux qui sont importants dans la digestion des sucres complexes et dans la fermentation, occuper une zone particulière de ce qu'on appelle le midgut, qui est un peu la zone, un peu l'équivalent du côlon pour nous, dans laquelle va se faire toute cette physiologie. Et ce qu'on voit de plus en plus, il y a eu ce très joli papier récent chez la mouche montrant qu'avec le vieillissement, certaines fonctions biologiques de l'intestin de l'animal se dégradaient, en particulier une zone particulière qui produit de l'acide.
qui est un peu l'estomac dans comparaison grossière avec les mammifères, ou avec nous en tout cas. Cette dégradation, en fait, entraîne une décompartimentalisation de ces micro-organismes. Donc ces zones particulières qui représentent probablement des nécessités biologiques spécifiques sont totalement dégradées et ça participe sans doute au processus de vieillissement. Et on voit de plus en plus en pathologie humaine, par exemple, on vous en parlera dans le dernier séminaire à la fin de cette série de leçons, apparaître au cours de pathologies inflammatoires de l'intestin, par exemple, des micro-organismes de la sphère orale ou oropharyngée, c'est-à-dire des micro-organismes qui théoriquement ne devraient pas être localisés dans la lumière intestinale. Donc on a cette notion de décompartimentalisation qui doit tenir probablement aussi chez l'abeille et qu'il faudrait regarder là aussi d'un œil attentif, si je puis dire. Donc, juste pour résumer, il y a quand même cette notion de microbiote véritablement caractéristique de chacune de ces grandes espèces, que ce soit les abeilles à miel, que ce soit les bourdons ou que ce soit les abeilles sans dard, telles que je vous les ai mentionnées tout à l'heure, et donc une coévolution extrêmement étroite depuis 80 millions d'années qui a amené une espèce de perfection, je dirais, dans ces microbiotes et qui assure probablement quelque part la robustesse du système, encore une fois probablement très fragile. Alors, il y a des façons très simples et un petit peu rustiques, je dirais, mais à condition de bien faire les expériences, on peut en tirer des conséquences importantes. C'est, au fond, j'ai tourné en rond depuis tout à l'heure en disant il y a les possibilités de ceci, de cela, il y a des gènes, des opérons métagénomiques qui pourraient faire ceci, cela, mais au fond, est-ce que ce microbiote, il est important, oui ou non, pour la santé de ces animaux? Et donc, je vous ai pris parmi d'autres, encore une fois, un travail de Nancy Moran qui m'a frappé parce que c'est un travail qui est très récent, je crois que c'est 2016, voire même au début 2017, qui montre en fait, tout bêtement, je dirais, l'effet de l'élimination du microbiote sur la survie des abeilles infectées par une bactérie. C'est expérimental, hein, c'est au laboratoire, qui est Serratia, donc, qui est une entérobactérie, la famille des Escherichia coli et autres entérobactéries. Excusez-moi, je cherche le bouton pour aller un petit peu mieux dans la... Voilà. Donc, ils ont fait, vous voyez ABCD, donc il y a 4 éléments que j'ai extraits de ce travail qui m'ont semblé importants. Donc, ils ont pris ces animaux, ils les ont traités par la tétracycline de manière à nettoyer au maximum, si je puis dire vulgairement, leur microbiote. Et vous voyez sur la première image, ça c'est des individus, chaque colonne correspond à un individu sur lequel ils ont fait la métataxonomique. Avant, c'est en haut les contrôles, et après, c'est en bas le traitement antibiotique par la tétracycline. Et vous voyez la diminution de nombre et de la diversité des micro-organismes qui ont été ciblés sur ces grandes espèces dont je vous ai parlé, qui sont le cœur du dispositif symbiotique. S'il regarde à l'échelle de l'ensemble des populations microbiennes, vous voyez les contrôles en bleu et traités aux antibiotiques en rouge, qui a effectivement un effet très net de diminution et d'altération massive du microbiote par ce traitement antibiotique. Et cet effet, il porte individuellement, comme c'est montré en bas et quantifié. C'est fait par un index de PCR quantitatif. Je vous ai déjà parlé la première leçon de cette approche. Quand on ne peut pas facilement cultiver, parce qu'il y a très peu de micro-organismes, que se base sur une méthode moléculaire, si on veut quantifier, il faut établir un index par rapport à des contrôles et on peut voir si le nombre augmente ou diminue en fonction au fond de la richesse en séquences variables codant pour les ARN 16S. Donc clairement, on arrive à un résultat d'altération massive du microbiote. Et en fait, ce que montre cette diapositive, vous pouvez vous centrer sur la partie B à gauche. En haut, ce sont les contrôles non traités. Les animaux survivent, en fait, c'est un pourcentage de survie dans des coupelles où les animaux sont observés, vous voyez, pendant une dizaine de jours. Tout de suite en dessous, le vert et le orange, je vous demande de m'excuser si ce n'est pas exactement les couleurs, mais je deviens daltonien en vieillissant.
ce sont soit le traitement antibiotique, soit le contrôle traitement antibiotique. Et puis, vous voyez ici, non, je perds les pieds parce que je perds les couleurs. En fait, le plus important à voir, c'est en bas. C'est que lorsque vous traitez et que vous mettez Serratia, les animaux disparaissent, meurent en 10 jours. L'ensemble des animaux meurent. Alors que si vous gardez votre microbiote intact et que vous infectez par Serratia, c'est la partie, je pense que c'est du bleu, vous avez ce phénotype intermédiaire ici. Donc ça montre en fait le delta ici, montre l'effet microbiote, l'effet de protection pour la survie de l'animal par cet effet de barrière de colonisation dont je vous ai parlé la première fois, qui est un des éléments essentiels autant chez les insectes que chez les mammifères de protection contre des pathogènes. Donc ça, c'est au fond de dire, voilà, c'est fait. On a traité par les antibiotiques, le microbiote a disparu, on challenge l'animal avec un agent infectieux pathogène. Les animaux qui n'ont plus de microbiote meurent très vite, ceux qui ont un microbiote meurent beaucoup plus lentement. Donc il y a clairement un effet microbiote, un effet de barrière de colonisation. Donc à partir de là, on peut commencer à essayer de voir où se joue tout ça. Là, on est plutôt dans la résistance et plutôt dans, disons, un aspect immunitaire. Mais il y a certainement d'autres aspects de cette symbiose qui sont importants à prendre en considération. Et il y a bien entendu le métabolisme, puisqu'on a dit qu'il y avait beaucoup de capacités métaboliques qui étaient potentiellement intégrées dans ce microbiote. Donc, ce qu'a montré ce travail ici de ce groupe, toujours au Texas, c'est qu'en fait, c'est un joli travail publié récemment dans PNAS, c'est que le microbiote intestinal induit une prise de poids globale et une prise de poids même de l'organe intestin chez les abeilles à miel, et qui a au fond un certain nombre de facteurs comme l'augmentation d'un intermédiaire métabolique qui est la vitellogénine. Il y a des changements dans la signalisation, en particulier la signalisation dépendante de l'insuline, des choses qu'on connaît très bien chez les mammifères et qui fonctionnent aussi chez l'insecte comme relais de l'activité du microbiote pour ce qui concerne cette dimension de l'état ou des capacités nutritionnelles qui sont apportées à l'animal. Il y a même la possibilité, mais ça reste, je pense, à démontrer, que le microbiote améliore en termes de capacité de comportement l'état gustatif ou la qualité de la réponse gustative de l'animal. Donc, qu'est-ce que fait ce microbiote? Il semble qu'il ait des fonctions variables. Il y a des fonctions qui sont à la fois dans la production de métabolites qui sont riches en apport d'énergie. C'est en particulier la fermentation des sucres complexes, encore une fois du pollen, et la production par cette fermentation d'acide gras à chaîne légère, d'acétate, de butyrate en particulier, qui, on le sait, là aussi chez les mammifères, sont des éléments importants apportés par le microbiote au niveau de la santé de l'intestin, du côlon en particulier, mais aussi probablement à distance. Et puis il y a aussi, en conjonction avec ça, un rôle de régulation physiologique dont le terme finalement est encore mal compris, mais qui semble venir s'associer. C'est en particulier tout ce qui concerne la régulation du pH, on en a juste parlé précédemment avec un exemple précis, mais aussi du gradient d'oxygène. C'est-à-dire que manifestement, et on va le revoir éventuellement à une autre occasion, la consommation d'oxygène, la mise en anaérobiose progressive du tube digestif est un élément important de la santé du tube digestif et de la santé de l'animal. Alors après, à charge d'expliquer pourquoi, ce n'est pas toujours très clair. Il y a un aspect qui est assez évident, c'est que moins il y a d'oxygène, moins il y a de quoi nourrir, si je puis dire, le stress oxydatif. Et donc, vous savez que le stress oxydatif est associé à un certain nombre d'altérations de l'ADN, au vieillissement en particulier. Donc, il y a probablement une nécessité finalement de tamponner ce stress oxydatif et ces micro-organismes
vont réussir à le faire. Et encore une fois, ce sont des aspects qui sont observés aussi chez l'homme, ou chez les vertébrés en général. Et tout doucement, les travaux, peu à peu, finalement, et on l'a dit plusieurs fois concernant le microbiome, on regarde souvent l'aspect global, mais il faut aussi commencer à s'intéresser à la fonction d'un micro-organisme donné par rapport à un système. Et là, on voit commencer à se singulariser ces micro-organismes pour leur fonction. Gilliama apicola et Lactobacillus sont des micro-organismes qui sont excellents à hydrolyser les sucres complexes, en particulier, encore une fois, issus du pollen, et à les amener à la voie de la respiration anaérobie chez ces micro-organismes, et donc à fermenter et à produire de l'acétate et du butyrate dont je viens de vous parler, les deux étant essentiels à la santé de l'animal, à la fois localement, parce que ça fournit des calories à l'épithélium intestinal lui-même pour vivre, et puis à distance éventuellement par l'intermédiaire de l'hémolymphe qui va permettre de faire circuler ces métabolites dans l'ensemble de l'organisme. Et puis, il y a donc notre Gracella alvi, S. alvi, qui est un micro-organisme qui va, au fond, en tant que protéobactérie, ici, assurer la consommation d'oxygène, puisque c'est un micro-organisme aéro-anaérobie, et qui va, au fond, entre guillemets, pomper l'oxygène dans cette région et mettre en place un gradient d'oxygène, assurant en particulier une anaérobiose ici. Peut-être la boucle est bouclée, il faut de l'anaérobiose pour fermenter et fabriquer des calories. Mais vous voyez, tout ça est une espèce de cercle vertueux, au fond, dont la robustesse est liée à la coévolution de ces micro-organismes avec l'abeille. Alors, dernier point, on revient un peu à cet aspect protection. Là, on a fait la nutrition, on peut commencer à s'intéresser ou à se réintéresser à la réponse immunitaire. Est-ce que ce microbiote joue un rôle qui est déjà connu chez la mouche, qui a été l'organisme modèle pour montrer que le microbiote, par exemple, entraînait l'expression de peptides antimicrobiens ou d'un certain nombre de systèmes de lutte anti-infectieuse. Donc là, on ne découvre rien de nouveau, simplement on l'adapte, ou les auteurs l'adaptent à l'abeille. Néanmoins, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que lorsque, au fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent pas des larves, des nymphes, stérilement, là à un moment où elles n'ont pas encore de microbiote ou encore très peu de microbiote, et ils les élèvent dans un milieu riche en nutriments mais aseptique, axénique en fait. Et donc on se retrouve avec des animaux qui sont relativement dénués de microbiote versus des animaux contrôle qui ont un microbiote. Et quand on regarde, ou quand ils regardent, la concentration par exemple en apidaxine qui est un des peptides antimicrobiens caractéristiques de l'abeille, vous voyez que les titres chez les animaux dans le liquide intestinal et dans l'hémolymphe, c'est-à-dire en local et en systémique, les titres sont plus élevés chez les animaux qui ont un microbiote que chez les animaux qui n'ont pas de microbiote. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au niveau du stress oxydatif, le microbiote assure une diminution du stress oxydatif dans l'intestin. Par contre, il n'y a pas d'aspect particulièrement notable au niveau systémique. Donc il semble que ce soit surtout au niveau de l'intestin que ces choses soient importantes. Et notre hypothèse, à nous qui travaillons sur ce type de système, c'est pour ça que j'en parle un petit peu chez le mammifère, en particulier chez la souris, c'est que cette situation d'anoxie, ou en tout cas de micro-aérophilie, est importante pour la santé des cellules souches. Et ça pourrait être une des explications qui permettrait d'améliorer la régénération tissulaire et jusqu'à un certain point probablement avec ce jeu très subtil des radicaux superoxydes, de tout ce qui est radicaux oxygène. S'il y en a trop peu, des signaux pour lesquels ils sont nécessaires ne se font pas. S'il y a une dose physiologique, les signaux, en particulier les signaux de division cellulaire, les signaux de différenciation cellulaire pour la cellule souche vont survenir. Et s'il y en a trop, la cellule souche meurt de nécroptose. Donc il y a une zone très fine, en fait, où des variations peuvent aboutir à des
conséquences relativement sévères, que ce soit pour un insecte ou éventuellement pour un épithélium intestinal à l'occasion d'une agression. Donc j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important d'essayer d'établir un petit peu les ponts entre les systèmes. Et ça, c'est ces fameuses courbes où je suis dans la panique à cause de ma problème de vision des couleurs, simplement pour dire que au fond, en l'absence de microbiote, ces animaux stériles sont extrêmement sensibles à un pathogène qui est ici Escherichia coli. Les animaux meurent très très rapidement, la colonie est détruite. Par contre, s'ils ont été pré-incubés avec ces fameux micro-organismes dont on a déjà parlé, qui assurent le métabolisme intestinal et la lutte contre ces radicaux superoxydes, on voit que la survie des animaux, par exemple en haut à gauche ici, est maintenue plus efficacement. Donc clairement, il y a un effet bénéfique. Alors est-il lié à ces peptides antimicrobiens? Est-il lié à un contrôle du stress oxydatif? Enfin, manifestement, il y a un effet et il va falloir pouvoir à terme relier l'ensemble. Donc je conclus sur l'abeille avec cette finalement notion que je trouve extrêmement importante de gradient de spécialisation des microbes et de réduction au fond de la diversité microbienne liée à l'organisation sociale des animaux et l'inverse étant que les animaux sans organisation sociale étant exposés à des niches écologiques extrêmement diverses et ayant peu d'interactions entre eux vont avoir des microbiotes beaucoup plus diversifiés et de facto beaucoup plus difficiles à étudier. C'est pour ça que je pousse un petit peu dans ma présentation sur l'abeille qui me semble être un superbe modèle au-delà des systèmes modèles par exemple chez la mouche pour commencer à voir un petit peu le rôle de l'organisation sociale dans la régulation des microbiotes et dans leur rôle dans les symbioses. Alors la deuxième partie de ma présentation, on va changer de bestiole, on va voir une bestiole un petit peu moins sympathique qui est le moustique. Le moustique faisant partie des familles des culicidés. Alors, en nombre d'espèces, c'est absolument monstrueux. Il y a probablement plus de 3500 espèces de moustiques, avec, comme vous le savez, une distribution qui est planétaire. La plupart des espèces décrites appartiennent à 3 genres, qui sont Aedes, vous en avez entendu parler, Anopheles et Culex. Et ces moustiques, pour certains d'entre eux, en particulier ceux dont on vient de parler, des espèces dont on vient de parler, sont des vecteurs de virus pathogènes, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune, les encéphalites japonaises. C'est un peu pour ça que les moustiques, au fond, sont relativement connus par l'espèce humaine. Et puis de parasitoses, comme les filarioses, les filarioses lymphatiques, Vurchirea bancrofti, est transmise par un moustique. L'onchocercose, la fièvre de la cécité des rivières, est due à Onchocerca volvulus, est une filaire qui va se promener dans l'œil et qui entraîne cette cécité. Donc tout ça, c'est transmis par des moustiques. Et au fond, à ce stade, comme vous le savez, peu de maladies bénéficient de vaccins dans ce domaine. Et donc, c'est la prévention de la piqûre, c'est la lutte antivectorielle, comme on l'appelle, à différents niveaux, qui permet peu à peu de contrôler ces maladies. Alors, il y a 3 grands moustiques vedettes dans cette, ou espèces de moustiques vedettes dans cette galaxie de culicidés. Il y a Aedes albopictus. Aedes albopictus, il est en premier là parce qu'au fond, il est chez nous. J'en ai déjà parlé dans des leçons précédentes. Depuis maintenant une dizaine d'années, on vit dans un régime de progression d'Aedes albopictus sous nos latitudes. Il est surnommé moustique tigre à cause de ses jolies rayures sur son abdomen et puis aussi le fait qu'il est assez agressif. Et au fond, il véhicule, c'est une espèce de véhicule tout-terrain, c'est-à-dire qu'il est capable de transporter un peu n'importe quoi. C'est un moustique générique pour la transmission de la dengue, de Zika, de chikungunya, de la fièvre jaune, filariose et autres maladies parasitaires. Et on se mobilise un petit peu à l'heure actuelle pour expliquer à nos chers concitoyens que ce moustique étant chez nous, c'est quelque part la porte ouverte à terme au retour de ces maladies, ou en tout cas
à l'extension de l'émergence de ces maladies qui sont essentiellement tropicales, de nouveau dans nos régions, en particulier probablement du fait du réchauffement climatique. Il suffit de quelques degrés, même moins qu'un degré, pour que la physiologie de l'animal puisse changer et s'adapter à des latitudes plus au nord. Le deuxième, c'est Aedes aegypti, qui est parfois, d'ailleurs, il se ressemble beaucoup avec Albopictus, donc à l'œil, ce n'est pas tout à fait facile de les différencier, on les différencie plutôt maintenant par analyse génétique, et donc qui véhicule lui aussi, en région d'endémie, bien entendu, la dengue, le Zika, chikungunya, la fièvre jaune, c'est le vecteur de la fièvre jaune par excellence, et là, il reste réparti dans les latitudes intertropicales. Et puis, il y a Anopheles gambier, qui est le vecteur du paludisme, en particulier de Plasmodium falciparum. Il y a plusieurs espèces, il y a gambier et puis d'autres qui sont compétentes comme vecteurs. On parle de compétences quand les animaux sont capables de transporter un virus ou un parasite et le transmettre à un autre. Donc la maladie véhiculée, c'est le paludisme, et la région d'activité, si je puis dire, du paludisme, je ne reviens pas là-dessus, vous connaissez. Alors, le moustique a un cycle. On parle ici de moustiques hématophages, hein, les trois espèces dont on a parlé, donc de moustiques pour lesquels la femelle a besoin d'un repas sanguin pour pouvoir pondre. Vous voyez qu'elle pond 5 fois dans sa vie, et à chaque fois elle pond une grosse centaine d'œufs qu'elle va pondre dans des gîtes essentiellement aquatiques. Les œufs vont éclore, vont s'en transformer en larves. Il y a plusieurs étapes de larves, donc il y a plusieurs étapes de développement. Donc il y a éventuellement un impact, on va y revenir, possible du microbiote sur ces étapes de développement. Il y a la formation d'une lymphe, et puis il y a l'étape, la mue ultime, qui est l'apparition du moustique adulte jeune, qui va changer d'écosystème, il va sortir de l'eau et il va prendre un mode de vie plutôt terrestre, et le cycle va continuer ainsi. Je vous l'ai mis pas nécessairement pour les aspects de pathologie, mais pour les aspects de pouvoir mieux cadrer pour vous les zones où le microbiote peut jouer un rôle. Donc, c'est intéressant pour le moustique, par rapport à ce qui est connu, dans un système où il y a deux types de symbioses qui ont été vraiment commencent à être bien caractérisés. Un qui est déjà bien caractérisé, qui est la symbiose primaire, qui est, on va revenir sur la définition de la symbiose primaire, on en a parlé, qui est caractérisée par la présence d'une protéobactérie, encore une fois, largement dégénérée au niveau de son génome, qui s'appelle Wolbachia, et qui va en fait parasiter, c'est vraiment un parasite intracellulaire, un certain nombre d'espèces de moustiques, mais pas nécessairement les espèces dont on vient de parler là, qui sont porteuses de pathogènes, probablement parce qu'il y a une interférence qui est d'ailleurs importante et intéressante à prendre en considération par rapport à la compétence de ces vecteurs. Néanmoins, la symbiose primaire, avec Wolbachia comme premier micro-organisme responsable, existe très largement chez les moustiques. Donc cette symbiose, elle est liée à des micro-organismes, donc Wolbachia, qui, si vous voulez, un micro-organisme très proche qui vous parle mieux à l'oreille, ce serait éventuellement les rickettsi. On avait parlé de la rickettsi, qui est la base de la mitochondrie, donc de la symbiose primordiale dans le monde du vivant. Ce qui est important dans cette symbiose, c'est qu'elle a certainement un rôle à jouer sur la résistance anti-infectieuse, sur la compétence de ces micro-organismes à porter ou à ne pas porter des pathogènes, comme ceux dont on a parlé, éventuellement dans l'activité de ces animaux, dans leur vieillissement. Il y a tout un tas d'étapes qui dépendent de la présence de cet endosymbionte. Mais il y a une étape qui est très très importante, qui est le fait que ces endosymbiontes peuvent manipuler la reproduction chez l'hôte, tuer spécifiquement les mâles, par exemple. C'est ce qu'on appelle en anglais le male killing ou le son killing, c'est-à-dire que les mâles sont éliminés,
peuvent faciliter les mécanismes de parthénogénèse, peuvent entraîner une féminisation des mâles et puis surtout peuvent procéder à ce qu'on appelle l'incompatibilité cytoplasmique. C'est un système où lorsque le mâle est infecté par Wolbachia, il est stérile par rapport à la femelle qui veut féconder. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on commence, et il y a eu des articles, en particulier un article d'un auteur australien qui s'appelle O'Neill, dans Science il y a quelques années maintenant, montrant qu'on peut infecter ces lignées d'insectes naturellement non porteuses de Wolbachia et les rendre moins compétentes dans la transmission possible de ces virus, comme le virus de la dengue, ou de ces parasites, comme le parasite du paludisme. Donc il y a un vrai travail là, disons, d'entomologie fondamentale qui reposerait sur l'utilisation dans la nature de Wolbachia pour essayer de contrôler, au fond, la fécondité des moustiques. Savoir que la nature a horreur de ce genre de situation qu'on lui impose et qu'il y aura peut-être des solutions qui seront relativement rapidement trouvées. Mais pour l'instant, il semble que dans des études relativement limitées, dans des conditions naturelles, ce type d'approche puisse marcher. Donc ces Wolbachia, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé vraiment de photos chez le moustique, mais elles peuvent se développer à beaucoup d'endroits. Là, c'est une Wolbachia qui est fluorescente, qui est faite fluorescente, dans la larve en particulier, et puis on la retrouve chez l'adulte très localisée au niveau des organes génitaux, et en fait c'est la raison pour laquelle elle est transmise verticalement, puisqu'elle est associée aux œufs et va être donc immédiatement coloniser le nouveau-né lorsque l'œuf va éclore. Alors donc Wolbachia, on en retrouve chez les nématodes, chez les filaires. Les filaires elles-mêmes sont, je dirais, boostées dans leur pathogénicité par le fait qu'elles hébergent un endosymbionte de type Wolbachia. Et il y a maintenant d'ailleurs très régulièrement dans le traitement d'éradication de l'onchocercose, on utilise à la fois de l'ivermectine, qui est un antiparasitaire, et de la tétracycline ou un autre antibiotique pour fragiliser encore plus le nématode en éliminant le microbe qu'il héberge et pouvoir faciliter ou augmenter l'activité de l'antiparasitaire lui-même. Il y en a chez les araignées, il y en a chez les crustacés, il y en a chez les insectes. 60% des insectes hébergent Wolbachia et sont en endosymbiose avec cette Wolbachia. Mais comme je vous le disais, curieusement, les grandes espèces vectrices de maladies transmissibles à l'homme, comme Aedes aegypti par exemple, n'ont pas Wolbachia, probablement pour de bonnes raisons, qui est que la présence de ce micro-organisme a tendance à diminuer la capacité de compétence de transmission, donc l'évolution a fait que ça n'a pas été sélectionné. Donc, il y a ça qui était connu. Et puis maintenant, il y a la question, au fond, le microbiote du moustique, son microbiote intestinal en particulier, est-ce que c'est comme chez les autres insectes, comme chez l'abeille, comme chez la fourmi, qu'est-ce qui se passe et quel peut être son rôle? Donc, bien entendu, le moustique a une symbiose avec des micro-organismes qui sont donc une symbiose de type secondaire, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont transmis non pas verticalement par la mère, mais horizontalement à partir de l'environnement à un certain stade d'évolution. Ça peut être au stade déjà même de l'œuf, au stade larvaire, au stade de la nymphe ou même éventuellement au stade de l'adulte, lorsque l'adulte va changer d'écosystème et aller s'installer dans un écosystème terrestre et non plus dans un système d'eau. Et d'ailleurs, on voit bien qu'au stade larvaire, par exemple, les larves de moustiques sont bourrées de cyanobactéries qui en fait sont très prévalentes dans l'eau dans lesquelles se fait l'évolution de la larve. Donc, c'est des champs qui se développent très très rapidement à l'heure actuelle, qui essayent, comme pour l'abeille, de commencer à voir quel est le rôle de ce microbiote chez le moustique. Alors, une fois de plus, méthode classique microbiologique culture, métataxonomique. On a une dominance, une fois de plus, de protéobactéries. Ça, ce n'est pas une surprise. Et on a commencé à voir quel pouvait être leur rôle, justement, dans la physiologie, dans ce qu'on a dit à propos de l'abeille. Et essentiellement des gamma-protéobactéries, ce qui est le grand phyla des entérobactéries, par exemple. 41% pour Culex conquefasciatus, 86%, j'ai retrouvé les chiffres, pour
Aedes stefansi, qui est très proche d'Aedes, des Aedes dont on a parlé tout de suite avant. Donc, grande diversité d'habitats et une certaine préférence écologique qui va expliquer la prédominance probablement de ces protéobactéries. La majorité, comme on l'a vu, de ces espèces de moustiques, hein, on focalise sur ceux-là, sont des espèces piqueuses, mais certaines espèces d'Aedes, par exemple, sont des piqueurs diurnes, alors que les autres sont des piqueurs nocturnes. Et tout ça, ça va conditionner des comportements différents, ça va conditionner des écologies différentes, et ça peut avoir un rôle important. D'autant que, par exemple, les anophèles se développent dans des eaux claires, exposées au soleil, alors que Culex et Aedes vivent dans des eaux troubles, boueuses, très riches en nutriments, en substances organiques. Donc, je veux dire, le rôle de l'environnement va impacter considérablement sur la constitution de ce microbiote chez le moustique. C'est quelque part un petit peu un cauchemar de commencer à essayer de faire du sens aussi. D'autant plus que le facteur qui paraît le plus important à l'arrivée, c'est le sexe. Mais c'est normal puisque le sexe, le mâle et la femelle habitent des sites écologiques et fréquentent des sites écologiques différents, puisqu'il faut que la femelle s'aventure, aille piquer, récupérer du sang sur la peau d'individus pour pouvoir pondre et assurer la continuité du cycle de développement de l'espèce. Donc, voilà, des facteurs, des paramètres qui s'entrecroisent et qui expliquent la complexité du système. Néanmoins, il y a une certaine, je dirais, simplification qu'on peut mettre en place et montrer que ces trois espèces, par exemple, dont on a parlé, hébergent un certain nombre de protéobactéries, d'espèces de protéobactéries en commun. Alors une fois de plus on les trouve en commun, plus ça veut dire qu'elles jouent sans doute un rôle important dans la symbiose. Pareil pour les Bacteroidetes, pareil pour les Firmicutes et pareil pour un certain nombre de cyanobactéries, mais qui, comme je vous l'ai dit, sont plus un aspect propre à des variations dans les stades développementaux. C'est-à-dire les cyanobactéries sont présentes dans les larves, mais elles disparaissent chez les animaux adultes. En fait, elles sont mangées. Les animaux s'en servent comme d'une ressource nutritionnelle. Il y a, on l'a vu, ces quatre stades donc, de développement et donc cette possibilité, au fond, d'une espèce de maturation du microbiote au fur et à mesure que les choses évoluent. Et il y a probablement un élément très très important, mais ça, François pourra éventuellement nous le redire ou infirmer cette notion. Il y a l'apparition, comme chez la mouche, dans l'intestin de ces animaux, à un moment de ce qu'on appelle une matrice ou une membrane péritrophique, qui est surtout faite de chitine et qui protège, c'est un peu l'équivalent du mucus chez les mammifères ou chez les poissons, qui protège l'épithélium. Et il semble qu'au moment de l'apparition, c'est corrélation et pas nécessairement causalité, mais au moment de l'apparition, de la mise en place de cette matrice péritrophique dans l'intestin de l'animal, le microbiote se simplifie parce que les conditions créées à l'intérieur probablement sont défavorables à un certain nombre de micro-organismes. Bon, des choses évidentes, et je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est que les moustiques élevés au laboratoire, ça se fait, on a des insectariums, bien entendu, on en a un gros à l'Institut Pasteur, voit leur microbiote intestinal se réduire en diversité, et ça c'est valable quelles que soient les espèces qu'on héberge, alors que la diversité est plus large lorsqu'on les capture directement dans l'environnement. Enfin, je veux dire, c'est presque une évidence quand on le dit, mais qui disent encore une fois que les paramètres environnementaux sont quand même relativement lourds par rapport même à ce qu'on disait sur les paramètres de comportement ou la notion de sexe. Mais le sexe, encore une fois, la différenciation se fait essentiellement par la fréquentation d'environnements différents. Donc, la niche écologique, tout ça, c'est des éléments sur lesquels je ne vais pas redire des choses. Je pense que c'est des éléments qui sont relativement maintenant intégrés. Donc,
je voudrais terminer sur 3 ou 4 aspects qui concernent le rôle de ce microbiote dans la physiologie de ces animaux. Alors il y a un premier aspect qui est incontournable, et vous le reverrez avec François, qui est celui de la nutrition. C'est difficile à l'échelle d'un animal de la taille d'un moustique et d'un microbiote qui certes présente un certain nombre d'espèces, mais ce n'est pas des nombres de bactéries considérables, d'aller étudier des flux métaboliques et au fond l'impact du microbiote sur certains nutriments. Néanmoins, c'est certainement des domaines où il y a une nécessité d'approche expérimentale et de développement d'outils à la fois de micro-organismes rapporteurs de certaines conditions physiologiques, avec la fluorescence qui va s'allumer dans certaines conditions métaboliques et pas dans d'autres, et puis aussi la nécessité de développer des vrais outils analytiques comme la spectrométrie de masse, de manière à pouvoir véritablement faire un mapping métabolique, une cartographie métabolique pour la présence de ces flux qui vont probablement impacter sur la santé de l'animal et donc permettre cette analyse de ces symbioses. Donc la fonction nutritionnelle du microbiote intestinal, elle est très considérée, mais elle n'est pas nécessairement toujours définitivement prouvée, en tout cas dans le cas du moustique, et certainement moins nettement que dans d'autres modèles, en particulier dans le modèle de la mouche. Alors après, on fait du génome, et puis on regarde des gènes, et puis on se dit peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela. Alors, on sait qu'on a vu ces racia entérobactères sont assez présents. On a dit qu'il y avait une dominance des protéobactéries. Là, c'en est des protéobactéries, les gamma, et qui produisent une hémolysine. Donc on peut se demander si cette hémolysine, dans l'intestin, n'a pas un rôle dans la rupture des globules rouges au moment où la femelle fait son repas sanguin, de manière à faciliter la dissémination du composant de ces globules rouges dans l'économie du moustique. Mais ça demande encore une fois à être prouvé dans des expériences avec des mutants, hémolysine moins, tout ça nécessite encore d'être fait. Acinetobacter, une autre protéobactérie, et semble être très important quand on réduit progressivement en accoutumant ces moustiques de l'environnement à un environnement de laboratoire. Il y a un certain nombre d'espèces qui disparaissent, ce qui voudrait dire que soit elles n'étaient pas importantes dans la symbiose, soit par la richesse de l'alimentation qu'on donne à l'animal, on les rend au fond on les rend dispensables. Mais beaucoup se focalisent sur Acinetobacter, en particulier Baumannii et Johnsoni, qui sont des micro-organismes de l'environnement. Et ces micro-organismes fabriquent des métabolites qui peuvent être importants, y compris pour le développement de l'animal, et qui permettent éventuellement de processer, si l'on peut dire, des éléments de l'environnement, du pollen, par exemple, ou de la sève des plantes sur lesquelles le moustique va se poser. Donc on commence à avoir un certain nombre de choses autour d'Acinetobacter qui est important à prendre en considération. Nous aussi, on a Acinetobacter, par exemple, dans les cryptes intestinales, chez la souris et chez l'homme, et on se demande si leur fonction ne serait pas, entre autres, de détoxifier un certain nombre de xénobiotiques environnementaux, parce que ce sont des micro-organismes qui sont habitués, de par leur vie environnementale, à détoxifier des substances halogénées ou autres. Donc on est là en permanence à essayer de faire des ponts et de construire des modèles, mais sans toujours avoir les réponses formelles sur le plan expérimental. Alors, il y a d'autres aspects qui ne sont pas nécessairement des aspects nutritionnels, mais qui y sont reliés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il semble que certains microbes, au niveau de la peau, on change un petit peu de domaine, mais soit des osmoattractants pour les moustiques et facilitent au fond la reconnaissance de leur cible. Enfin, il y a à côté de ça des choses qui sont tout à fait passionnantes, et vous aurez le PDF avec les références bibliographiques si vous voulez aller sortir ces articles et vous y intéresser, parce que c'est relativement rigolo de voir la complexité du mode de vie de ces microbes. Donc là, on parlait essentiellement des microbes intestinaux.
Je n'ai pas trop le temps, au fond, de revenir sur l'aspect des endosymbiontes, et en particulier de Wolbachia, et le contrôle de Wolbachia sur le sexe et sur la fécondité en général des moustiques. Wolbachia est la vedette un petit peu dans tout ça, mais il y a probablement d'autres micro-organismes, là, cette fois-ci dans le microbiote intestinal, comme des staphylocoques et des bacillus, qui semblent pouvoir jouer un rôle relativement similaire. Tout ça est en émergence, je vous le mentionne pour mémoire. Voilà un peu ce que je voulais voir avec vous sur ce sujet-là. Et puis, il y a vraiment l'impact du microbiote au-delà de la nutrition, au-delà de la fécondité sur le développement de l'animal. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans le cadre des moustiques, moins vous l'entendrez par François dans le cadre de la mouche. Il y a eu des observations initiales qui ont montré que la déplétion expérimentale par traitement antibiotique, on a vu faire ça grossièrement tout à l'heure avec les abeilles, qui élimine donc les souches bactériennes, en particulier du genre Azaia, qui est un des éléments, une des protéobactéries importantes, dominantes chez les larves d'Aedes, par exemple, entraînait un retard de maturation. C'est un retard de progression entre, au fond, le premier stade larvaire et le deuxième stade. Vous savez, il y a 4 stades larvaires et l'animal, en fait, s'arrête au premier stade du développement larvaire. Et donc l'hypothèse est que le microbiote avait un rôle important dans ce système. Et donc un travail récent du groupe de Michael Strand a montré en fait expérimentalement que c'était véritablement le cas, et que ce soit d'ailleurs chez des moustiques hématophages ou chez des moustiques non hématophages, comme George Craigius arthropalpus, là, qui est un moustique avec lequel on n'a rien à faire nous-mêmes, qui n'est pas hématophage, mais il semble que ce soit un phénomène général, quelles que soient les espèces de moustiques, que le microbiote joue un rôle extrêmement important dans le développement larvaire. Et donc, ce qui a été fait dans ces expériences, c'est au fond de montrer que des moustiques axénisés sont incapables de se développer. Ce qu'on regarde ici dans ce papier, ce qu'il regarde, c'est la survie en fait à des stades très précoces au niveau des larves, et on voit que les larves ne se développent pas en l'absence de microbes, alors qu'elles vont se développer si on ajoute un seul microbe, en l'occurrence Escherichia coli, ou si on rajoute un environnement septique, enfin non stérile, qui serait l'environnement auquel les larves sont naturellement exposées dans leur gîte. Donc ça, c'est la première chose. Et on voit en fait que dans ces conditions-là, les larves sont bloquées et n'atteignent jamais le stade adulte. Donc clairement, la nécessité d'un microbiote et probablement de peu de bactéries, peut-être même d'une protéobactérie comme Escherichia coli ou son équivalent habituel dans l'intestin de l'animal qui va jouer ce rôle finalement de déclenchement du stade de développement larvaire entre le stade 1 et le stade 2, puis ensuite permettre au système de fonctionner. Il semble que quand ce stade est passé, ensuite les microbes ne jouent pas un rôle particulièrement important dans la vitesse de développement larvaire et d'apparition de la nymphe. Donc ça voudrait dire que c'est vraiment cet endroit-là qui est important à prendre en considération. Et donc pour être expérimental, ce que ces auteurs ont fait, en fait, c'est de prendre Escherichia coli, de l'introduire dans ce modèle, mais aussi d'introduire des mutants d'Escherichia coli, une banque, un par un, et d'identifier des mutants qui n'assureraient pas cette transition larvaire, contrairement à la souche sauvage non mutagénisée. Et ce que ce très joli papier de PNAS a montré récemment, c'est que parmi les mutants qui clairement étaient incapables d'assurer la complémentation, le rescue, comme on dit en anglais, du développement larvaire, était un mutant dans un gène de la chaîne respiratoire
aérobie, donc d'Escherichia coli. C'est un mutant qui est localisé donc dans une des cytochromoxydases d'Escherichia coli. Donc en fait, quand ce gène est mutagénisé, l'ensemble de la chaîne respiratoire cesse de fonctionner. Donc Escherichia coli, qui est une bactérie aéro-anaérobie, devient soudain une bactérie strictement anaérobie. Si elle est strictement anaérobie, elle est incapable de consommer l'oxygène. Et il semble, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le métabolisme de l'abeille, que la création de ce gradient d'oxygène, et en particulier que je dirais le pompage de l'oxygène de la lumière intestinale, qui va permettre d'avoir une lumière intestinale qui devient anaérobie et créer un gradient vers le reste de l'organisme au-delà de l'intestin qui garde une certaine concentration d'oxygène, est extrêmement important comme signal pour permettre l'enclenchement, peut-être par la libération d'un certain nombre d'hormones. Je ne sais pas à quel niveau exactement l'ectisone se situe, François, par rapport à ces étapes-là, mais clairement, on n'est là pas encore dans la physiologie réelle du système parce qu'elle n'a pas été tout à fait disséquée, mais on est déjà dans un contexte global physiologique dans lequel peut s'engager le développement de cet animal. Et pour citer un autre auteur qui est mon collègue Louis Lambrecht, un Pasteur, qui est un Institut Pasteur, qui est un généticien des moustiques qui s'occupe en particulier des moustiques dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les zones où sont véritablement leurs gîtes, a montré récemment un phénomène identique de nécessité du microbiote pour le développement larvaire. Donc voilà, en gros, vous verrez par le séminaire de François jusqu'à quel point le système peut être sophistiqué et analysé en termes moléculaires et cellulaires, mais vous y retrouverez au fond, je pense, des grands courants que j'ai mentionnés ici pour des animaux qui ont été sans doute moins étudiés comme organismes modèles, même si les choses changent, avec deux avantages dans la connaissance de ces systèmes. Un, peut-être d'améliorer la santé des abeilles à terme en jouant peut-être sur le microbiote et sur la dégradation du microbiote. Peut-être les abeilles souffrent comme nous de cet environnement hygiénique qu'on a établi depuis quelques décennies. Et puis la possibilité d'utiliser aussi dans l'autre sens pour la lutte antivectorielle de pouvoir jouer avec certains symbiotes, que ce soit des symbiotes primaires ou secondaires, de manière à, encore une fois, pouvoir bloquer par exemple le développement larvaire tel que ça a été fait ici expérimentalement. Donc voilà, en gros, je terminerai ici en vous remerciant de votre attention. Et oui, il y en a une qui est plus sympathique que l'autre, c'est clair, mais ça se comprend. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous avez... Pardon.